Bon, on a parlé de l'investissement culturel, mais c'est vrai que, notamment dans un rapport que je voudrais citer juste, même si je ne peux pas lui donner la parole, qui a été réalisé par Kurt Salmon, c'est Farouk Ghulam Ali, qui est un des directeurs de Kurt Salmon, qui a rédigé un rapport très passionnant sur la fabrique de l'innovation. Et Farouk est à côté de nous. Il évoque dans cette étude, en effet, le caractère singulier de cette économie, qui est l'économie de la culture, et donc le risque qu'elle représente. Le risque et l'incertitude font en effet partie intégrante de l'expérience culturelle, que vous soyez producteur ou créateur, spectateur ou passeur. Et leur perception dépend autant de la personnalité, de l'histoire que l'expérience et l'usage des technologies de chaque individu. Alors vous avez, de manière diverse, l'occasion de prendre des risques. Peut-être commencer par vous, Rick Cotton, puisque vous êtes vice-président exécutif de NBC Universal. Vous venez donc de New York. Et vous travaillez plus particulièrement sur les questions juridiques, puisque vous êtes responsable du département juridique de NBC Universal depuis maintenant près de 8 ans, que vous supervisez ce département, ainsi que l'agenda législatif et réglementaire de la NBC, notamment la lutte contre la piraterie. Vous êtes aussi président de la commission contre la contrefaçon et la piraterie de la Chambre de commerce américaine et membre du comité directeur de l'action de la Chambre de commerce internationale sur ces mêmes sujets, donc de contrefaçon et de piraterie. Et donc, le risque, évidemment, il est là présent à chaque instant dans vos métiers, dans votre métier, puisque NBC, c'est puissant, c'est un conglomérat autour de la télévision, du cinéma, du sport, de l'information, et que tous les jours, la contrefaçon, la piraterie, j'imagine, menace les contenus que vous produisez ou que diffusez. Voilà un risque qui est signalé, sur lequel on va revenir dans quelques instants. Je voudrais présenter Carlo D'Assaro Biondo. Vous êtes depuis maintenant 4 ans, 3 ans exactement, directeur de Google en Europe du Sud et de l'Est, et au Moyen-Orient et en Afrique. Donc le Maghreb, c'est vous. Donc vous connaissez peut-être maintenant les deux, nos amis tunisiens et marocains. Et avant, vous avez eu une belle carrière auprès de AOL, de Lagardère Active Média. Et donc évidemment, Google aussi, cette question du risque est posée, vous est posée à vous, notamment dans les régions où vous travaillez. Et puis quelqu'un qui évidemment prend des risques, parce que les créateurs, par essence, travaillent avec le risque, c'est Mourad Merzouki. Mais j'ai perdu votre fiche, mais comme je vous connais très bien et que vous êtes un ami, je peux vous présenter. Vous, à 15 ans, votre rencontre avec la culture hip-hop vous a emmené vers un monde qui est celui de la danse. La gestuelle née de la rue a vraiment façonné votre travail à travers plusieurs expériences de compagnie que vous avez pu mener, Acro-Rap, Kefig, et vous avez montré ce travail tout à fait extraordinaire. Si certains n'ont pas encore vu le travail de Mourad, je vous le conseille vraiment, c'est un grand moment, d'autant plus que vous pouvez le voir facilement maintenant, puisque vous êtes depuis juin 2009 directeur du centre chorégraphique de Créteil, que vous y développez votre travail qui est très placé sous cette ouverture au monde, et que vous montrez ce travail partout dans le monde. Alors peut-être Rick, d'abord, vous qui êtes quand même un grand homme d'affaires, mais en même temps sur ces questions juridiques extrêmement pointues, c'est quoi le risque dans ce domaine des industries culturelles aujourd'hui? Well, I would start out by saying thank you for allowing me to participate in this. I realize that I come perhaps with 2 handicaps, one being from the U.S. and second being, as I heard earlier, from a large U.S. media company. But I speak about this really not from that perspective, but from the perspective of having worked both in the United States and in Europe with coalitions representing both the content, the creative industries broadly, books, film, TV, software, as well as other sectors which are based on intellectual property, are based on ingenuity and technical invention. And what I would say in terms of risk, in terms of the content sector, I really agree with the Bain study, which is that I think we are talking about the smaller projects where the internet is a hugely powerful and positive force in terms of distribution. It has allowed user-generated content, small producers to actually reach the audience. That has put pressure and actually moved the bigger companies toward locomotives, toward big productions. And so I think the risk
that we're really talking about is toward those mid-level productions. And what I would say the main risks, just to the business without getting into detail, is that consumers and internet users simply have so many alternatives, and that a business that used to be able to count on an audience now finds that that audience is enormously fragmented. There's competition for simply the time of the audience, so that the risk profile, I would say, in all of the cultural industries has simply gone up for that reason, and it means that old business plans are no longer valid. But I think the framework here, with that risk profile having gone up, is that there's one risk that we shouldn't really tolerate, and that is the theft and the piracy of the content. That is a risk that really we should collectively be working at minimizing. And in terms of this conference, I would say, in fact, I think the level of discussion here has been extraordinarily high, but I would note that the minister last night made a great, many times referred to the economic driver that the cultural industries represent. Pierre Lescure made the comment referring to the 3.6 million Europeans who are involved with the cultural industries. And so at the end of the day, I don't think actually what our diagrammist portrayed in a humorous way of the youth saying they have nothing to lose. It actually is about their future. I mean, the fact is that no advanced economy aspires to be a low-wage, low-cost manufacturing economy. That's not Europe's ambition. That's not actually the ambition of almost any economy. The question is, how do you promote the high-value add, high-wage sectors of the economy? And in terms of cultural industries, how do you promote their health? And what I would say in terms of where we stand today is that what we face on the internet, and it's in its youth. I mean, the internet actually is quite young, but we really do face a tidal wave of illegal activity. And the trends are in the wrong direction. So I had two slides, and I wonder if we might just put them up very quickly in terms of where we stand today. And what I would say, I really want to just make three quick points. One is that the scale of the problem today is really out of control. This first slide is simply, this was put together by a US newspaper, the New York Times, which simply reflects the growth in the use of peer-to-peer sharing sites, and just shows that from 2011 to 2012, the monthly page views went from 500 million to 1 billion page views in a month. And if you go to the next one, this was something that NBC Universal calculated, which we just looked at the growth of traffic. We can change the slide. From 2010 to 2012, looking at the top 20 pirate sites. And again, you simply see the growth from 15 billion page views in a 6-month period to nearly 60. So the only point about that is that we shouldn't want that collectively. Now, what does that mean we should do? I recognize that there's obviously a lot of debate about that, but I think that it's really important not to confuse freedom with lawlessness. And we don't confuse it with that in the real world. Stealing is not freedom. And so we should face up to the difficulty, which we do in the physical world all the time, which is how do we address lawlessness without impinging on freedom of speech, on privacy, on other dearly held values. And what I would say, really just in terms of the last 2 points I would make, is I actually think we know how to do that, which is what we're trying to do is to create a balance between convenience in terms of using the positive of the internet to make cultural content more easily available to consumers, how they want it, when they want it, and where they want it. But you can't expect those new business models to thrive unless we have collectively figured out ways that accessing illegitimate content becomes less convenient. So both are critically important. In the US, Hulu, Netflix, there's major efforts to make content more available. The YouTube, Dailymotion, there are many user-generated sites. We need to continue to support those. We need to continue to figure out, in terms of smaller cultural enterprises, how the distribution of the internet facilitates that. I actually worked in Europe. I say that cautiously because it was in London, and I don't know whether the British or the French would acknowledge that that is Europe.
But I did spend a lot of time traveling around, and I think the content, and I believe the cultural diversity is really extraordinary, and we should collectively be working on how that is preserved. But the final thought is simply that in making content less convenient to access, I think we're seeing a trend, or at least I would report to you a trend in the United States, where multiple sectors that either manage the ecosystem or that support the ecosystem, from advertising networks to credit card companies to ISPs to universities, are coming to the table to take steps in terms of how their infrastructure is being misused by illegal sites to reduce that misuse. And I think that before we get to legislation, or before we get to taking steps that create political controversy, I think that we should all be working together because I believe ultimately that a safe and secure internet, one where people are not afraid of lawless behavior, from child pornography to child predation to the theft of intellectual property, is something that serves the whole society, and that we should be working together in that direction. Merci, merci Riuk, et vous nous permettez vraiment de tout de suite poser la question à notre ami Carlo d'Assaro Biondo, parce que évidemment c'est d'ailleurs un des éléments qui est pointé dans le rapport de Bain sur la question de l'abondance, cette diversité infinie de contenu, et Google, vous êtes très sur ces sujets-là, donne le sentiment que parfois toute contrainte, qu'elle soit légale ou technique, à cette profusion est vécue comme une entrave, hein, par une majorité de consommateurs. Comment vous évaluez ce risque aujourd'hui à Google, vous qui représentez cette possibilité d'accéder à de si nombreux contenus aujourd'hui et d'organiser le chaos numérique? D'abord, juste une note personnelle. On a marqué Italie. J'habite Paris, je ne quitte pas la France, même si les impôts augmentent. Oui, je reste et j'essaierai de faire ma partie. Je suis français quand même. Oui, moitié, je sais. Ouais, bon. Non, le risque. Je pense que le risque que nous courons, et honnêtement, qui est un risque qui m'inquiète et sur lequel j'essaie là aussi bien sûr de faire ce que je peux, c'est de ne pas investir sur la culture suffisamment en dehors des pays anglo-saxons. C'est-à-dire l'Internet aujourd'hui a 80% des contenus qui sont américano-anglais. J'adore l'hamburger une fois par mois, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à investir sur comment faire en sorte que les contenus français, italiens, espagnols, enfin de toutes ces cultures soient présents de manière plus forte, que c'est essentiel pour la compétitivité de nos pays. Alors compétitivité dans le sens que si la France a un avantage compétitif dans sa production, dans ce qu'elle fait, c'est par le contenu culturel. Et ça, il faut le défendre, et il faut faire en sorte que ce soit de plus en plus possible, d'où les investissements dans l'Institut culturel qu'on a fait, d'où le travail pour mettre en avant ce qui est local de manière forte. Tout à fait d'accord sur la protection de la piraterie, je ne vais pas revenir sur le sujet, on a fait énormément de travail chez Google là-dessus, en particulier on a même touché notre algorithme récemment, à la fin qu'ils mettent en avant les contenus originaux et qu'on combatte contre tout ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, aujourd'hui, il faut se poser une vraie question. Est-ce que nous avons tous compris l'énorme potentiel que la technologie nous donne pour être dans un monde global protagoniste de la globalisation? Il y a 200 ans, dans la globalisation, les Américains étaient assez hégémonistes, la France a eu sa période. Aujourd'hui, c'est un peu multiglobal. Non, Apple produit en Chine, mais invente aux US. La France a la possibilité d'être le pays, dans le tourisme, dans tout ce qui est lié à l'art de vivre, où la culture est le substrat de sa production économique, où la production économique dépend de la culture. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il vaut la peine vraiment de se pencher. Dernier élément, je sortais du musée d'Orsay il y a quelques temps, et je pensais aux impressionnistes. Non, la France a eu un moment particulier avec l'impressionnisme. On a vécu un moment extraordinaire dans l'art est devenu français, la peinture française dans le monde entier, on venait ici peindre. Et au fond, l'impressionnisme, c'est un peu la réponse à la photo. Non, la photo dans la peinture, la photo m'oblige à changer. Je vais donc montrer mes impressions, montrer ce que je ressens. Ne pas tenter de reproduire la réalité, mais de donner mon ressenti. Donner notre ressenti. Ce ressenti a fait la grandeur de la France. Notre passé représente énormément par rapport à ça. Et bon, il faut se mettre dans la bataille, quoi. Il faut les mettre sur Internet, ces contenus, et les défendre. Alors je note d'abord qu'un haut cas de Google paye ses impôts en France, des taxes, c'est important. Et
Qu'est-ce que Eric Schmidt est allé dire à François Hollande la semaine dernière, ou il y a 10 jours là? Alors, ce que Eric Schmidt a dit à François Hollande la semaine dernière. Ouais, ou il y a 10 jours. Voilà, je pense qu'il y a énormément de sujets. Le premier, et à mon avis, peut-être la phrase la plus importante, c'est, vous savez, Google fait environ 40 milliards de revenus et en distribue environ 7 ou 8 à des partenaires. C'est un écosystème. Donc, de dire, nous, on est tout à fait prêts à trouver un moyen pour répartir les revenus générés. Mais répartir les revenus générés, pas créer des nouveaux business models basés sur un algorithme qui, sur Internet, ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on comprenne la logique sur comment on réussit à générer des moyens sur Internet et qu'on partage ça, pas qu'on détruise l'Internet à la fin de revenir au passé. Ça, c'est pas possible. Et François Hollande, il a dit quoi? Je ne sais pas, moi j'étais pas au rendez-vous François Hollande, j'étais celui avec le ministre Filippetti, je n'étais pas chez François Hollande, je ne sais pas ce qu'il a dit. Donc là, je ne peux pas vous répondre. Par contre, encore une fois, je pense que chacun soit dans son rôle. Tous les débats qu'on entend actuellement, non, être aujourd'hui responsable de Google en Sud-Europe, c'est un peu être entre une enclume et un marteau. Alors je ne sais pas si l'enclume c'est les Américains et le marteau la France ou vice-versa, ou un peu partout, mais c'est un peu ça. Et donc c'est une situation dans laquelle, à force de prendre un peu de partout, on essaye de... Et ce que je trouve là, c'est qu'il y a des débats qui sont juste mal posés, on pose la question à la mauvaise personne, quoi. La globalisation change la répartition des moyens. La répartition des moyens qu'on avait créés avec nos systèmes de taxation était avant la globalisation. C'est un vrai problème de fond, je ne vais pas dire le contraire. C'est un vrai problème. Et recréer les frontières, c'est malheureusement pas possible. Donc il faut repenser des systèmes et il faut le faire ensemble, au niveau européen, même au niveau global, d'une certaine manière, repenser des systèmes pour que la répartition des richesses générées soit juste. Honnêtement, ce n'est pas les industries privées qui vont le faire. Une industrie privée, comme la nôtre, elle a un devoir, celui de ramener de la valeur à ses actionnaires et à son marché. Donc elle regarde le monde un peu comme des îlots de compétitivité. Alors, ce n'est pas moral. Je ne sais pas ce qui est moral et ce qui ne l'est pas dans ça. Moi, ce que je sais, c'est que chacun a un rôle à jouer et qu'il faut que ce rôle soit joué en essayant de comprendre les conditions du monde dans lequel on vit. Et si on arrive à faire cet effort, comme on l'a fait sur plein de sujets, comme sur le droit d'auteur par contre, c'était très dur et on a réussi ensemble à faire des pas en avant. Je pense que la technologie peut donner la chance à des petits de se défendre. La technologie, c'est la démocratie. C'est moi, tout petit, je fais quelque chose, même un petit contenu, et je peux être vu autant que le plus important. La France, ça, si la France comprenait et acceptait son avantage compétitif, on pourrait aller très très loin. Mais il faut se dire les choses comme elles sont, être un peu optimiste et penser au futur, pas essayer de faire des guerres en disant, voilà, c'est pas en faisant la guerre et en détruisant qu'on construira, c'est en donnant de l'amour et de la volonté de créer et de la volonté de grandir. Bon, c'est un beau discours humaniste, donner de l'amour, mais en même temps, comment cette question de la diversité qui a été développée plus tôt, diversité du public, dans le fond, c'est vrai que Google permet un accès, en effet, très illimité à des tas de contenus, mais vous savez bien, souvent, en effet, qu'il y a des débats avec les créateurs sur comment vous répondez, comment vous attirez les créateurs à vous, et vous le faites d'ailleurs, par plein d'actions, hein, y compris des plasticiens, y compris à travers des bases de données. Aux créateurs, on leur donne... nous sommes des pourvoyeurs d'audience. Et en comprenant ce que quelqu'un fait, nous avons un peu la capacité de dire voilà où se trouve le public auquel tu peux t'adresser. Donc on peut permettre à un créateur de trouver une niche globale importante, même si normalement ça serait difficile. Surtout, c'est pas très coûteux de le faire. Donc cet avantage, cet effet de levier permis par l'Internet est un énorme, je dirais, potentiel pour la diversité. Ensuite, par contre, ça permet de réfléchir à qui veut-on s'adresser. Et peut-être sur ça, une fois qu'on analyse, de pouvoir avoir une cohérence entre son approche et ce qu'on fait pour promouvoir. Je pense qu'il est normal, il faut des années pour comprendre un nouveau média. Internet, on commence tous à le comprendre maintenant. Le potentiel est très important et je partage tout à fait ce que disait monsieur sur le fait que l'utilisation en commun de ces instruments doit tenir compte d'une chaîne de valeur complète. Rick Cotton. I just would make two quick comments. I actually do think that that the managers of the broadband internet ecosystem have, I don't want to use the legal world, have a responsibility that go beyond their shareholders, which is, I actually think they have a responsibility not to allow their infrastructure to be misused. The book industry, just as an example, to bring it specifically to Google, estimates, these are not my numbers, that there are 1.5 to 3 million searches per day seeking pirated ebooks. So the question of what are the reasonable steps that
this isn't a question just for the search engines, but what are the reasonable steps to prevent the infrastructure from allowing that kind of illegal, of accessing illegal sites that are in the business of distributing content illegally? Tout à fait d'accord. La première chose, c'est la protection des droits d'auteur. On a mis en place pour la vidéo des systèmes qui sont aujourd'hui utilisés par plus de 30 000 opérateurs dans le monde, qui permettent d'éviter que des vidéos soient uploadées sans qu'on sache et qu'on puisse se poser la question, parce qu'on les confrontera avec les contenus. Deux, les algorithmes. L'algorithme, aujourd'hui, pour la première fois depuis un an, a commencé à protéger le droit d'auteur, a défini des critères. Et ensuite, comment on monétise, trouver des moyens dans lesquels le partage se fait avec le porteur de contenu. Aujourd'hui, la plupart des systèmes de collaboration qu'on a imaginent un partage. Et travailler sur des technologies ouvertes de façon à ce que l'usage de ces technologies soit permis pour tout le monde. Le succès d'Android, une technologie qui a été donnée, qui a rendu Saxum plus grand que Google. Tout ça, c'est des principes, je pense, importants. Je suis tout à fait d'accord. NBC et Google sont tout à fait... Vous faites des affaires ensemble? Well, we have done some business together. Actually, YouTube powered our Olympics website over the summer. We worked closely actually with YouTube when they put their content recognition system into effect. But I think you just have to take a step back in terms of where we are, and it's just not where we need to be. And I think that these conversations need to continue till we get to some place where, if I just take a specific example, Pirate Bay is not the number, it's the number 73 most visited site on the internet, and that is bigger than any content site. Any content site in Europe is bigger than all but two. Actually, I'm sorry, BBC and CNN are the only two content sites that have more traffic than Pirate Bay, and we should not want a world in which that is true. We agree. And we are doing, nous sommes d'accord et nous faisons ce qui est possible pour que ça ne se reproduise pas. Mais ça me fait penser un peu au discours vous savez, je prends une marque que j'adore et que j'ai travaillé, Vuitton. Vuitton, il y a les sacs Vuitton qui sont vendus un peu partout. Et est-ce qu'on a trouvé un moyen pour qu'ils ne se reviennent pas le jour après? S'il y a un travail et une bataille constante, l'Internet, personne ne le contrôle. Nous ne contrôlons pas l'Internet. Nous pouvons essayer d'inventer des instruments qui permettront de mieux protéger la vie privée, de mieux protéger la privacy, le droit d'auteur, et de mieux partager. Et nous le faisons tous les jours. Après, nous demander de trouver le sacré Graal, on aimerait bien, mais c'est peut-être pas si facile, non? Il y a Amos Guita derrière nous qui voulait poser une question à vous, je crois, messieurs, tous les deux. Là. Amos. Non, moi j'ai remarqué tout à l'heure par les témoignages des collègues de Tunisie, et Maroc et Chili. Alors l'histoire de piratage, il n'est pas innocente, c'est-à-dire que les majors américains, avec un bon rapport avec les systèmes étatiques qui étaient présentés par M. Susskind, ils ont... Qu'est-ce qui se passe en Chine? Il ne faut pas oublier. En Chine, il y a un quota de 20 films étrangers par an. Et si les Chinois ne sont pas axés par le système de piratage de voir d'autres films, d'autres types de cinéma, d'autres rythmes, d'autres travail, ils sont bloqués. C'est-à-dire qu'on va être otage au set major américain avec un rapport avec l'État. C'est-à-dire on parle quand même de rapports entre la circulation des idées, de la liberté d'expression et le système qui fait un management assez efficace des droits d'auteur. Effectivement, il faut respecter les droits d'auteur, mais il y a aussi, chaque film, il trouve sa propre économie. Il y a un moment donné qu'il faut que les gens vont avoir le droit d'être exposés à notre type de cinéma. Et le piratage, dans certaines circonstances, c'est la seule façon que... Moi j'étais heureux, comme j'étais à Shanghai, qui m'ont présenté avec 14 films que j'ai fait, piratés par les Chinois. Je trouve que c'était positif. Très bien, on va faire une déclaration à l'AFP. Vive le piratage. Juste un mot, peut-être mal réagir à ça. On s'arrête sur le chiffre d'affaires généré. On ne s'arrête pas sur ce qui est créé pour l'économie. On ne parle pas de ce qui est redistribué. On redistribue 25% et on crée, à travers nos partenaires, au moins 10 fois ça pour l'économie. Je pense qu'il ne faut jamais regarder les verres uniquement d'un côté. Il faut les regarder à moitié plein, à moitié vide, mais enfin regarder les deux côtés quand même, non? Ah oui, parce que notre dessinatrice commente, 40 milliards de revenus, j'en reviens pas. Ouais. Combien d'impôts demande monsieur? Regardez, vous n'avez pas demandé la parole, donc je ne vous la donne pas. D'autant plus que c'est à Mourad Merzouki, avant que Jérôme Clément conclue, que je voudrais donner la parole. Parce que avec Nicolas Sédou, on avait fait un petit pari avant le début de cette séance. C'était que, pas à un moment donné,
un gros mot serait prononcé, le gros mot d'œuvre. Nous en parlons de contenu, 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 contenu. Alors, les œuvres, bon, ça serait bien qu'on arrive à imposer de temps en temps ce mot dans nos discussions. Vous, Mourad, comment vous réagissez dans tout ça? Parce que là, vous êtes entre deux géants, là. Hein, découverte d'un réseau Dormant-Avignon, ouais. Comment vous réagissez à NBC, Google, pour un artiste? Est-ce que d'après vous, ils prennent des risques? C'est pas les mêmes que vous? Alors, je ne sais pas par quoi je commence. Je regarde le prompteur depuis tout à l'heure, 1 minute 37. Je passe en dernier. Passé, je suis un peu. Du coup, les mots ils dansent dans ma tête. Mais c'est vrai que j'aimerais prendre un petit peu de temps pour peut-être parler de ce que je fais et ce qui donne l'espoir et en même temps pourquoi je prends des risques. Mais en 2 mots, peut-être juste par rapport à de là où je viens, c'est-à-dire j'ai commencé dans la rue et à un moment j'ai été confronté, j'ai rencontré de personnes qui ont pris des risques parce qu'il y a 20 ans, c'était la danse hip-hop, c'était une danse qu'on ne connaissait pas où on disait qu'effectivement c'était une danse éphémère qui ne durerait pas, etc. Et donc des personnes, je pense par exemple à Guy Darmet qui dirigeait la Maison de la Danse à Lyon, a pris un risque et à un moment il m'a accompagné et cette prise de risque-là m'a permis de faire ce que je fais là aujourd'hui et d'être à cet endroit et de continuer à avancer dans mon travail. Donc je pense à Guy Darmet, mais je pense aussi aux institutions qui à un moment aussi commencent à prendre un peu plus de risques pour justement accompagner cette danse qui est une danse jeune, mais qui aujourd'hui représente presque majoritairement la danse dans le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de tournée, la danse hip-hop aujourd'hui est proposée et valorisée aux 4 coins du monde. Donc voilà. Maintenant, le risque que je prends moi dans mon travail, c'est effectivement de ne pas m'enfermer, de ne pas faire un travail qui reste justement seulement dans cet univers artistique, mais au contraire, c'est d'aller me faire des croisements avec la danse contemporaine et d'autres types de danse, avec d'autres musiques, etc. Et tout ça, je le fais aujourd'hui parce que justement, à un moment donné, les portes sont ouvertes et j'ai fait des va-et-vient entre l'institution, la rue, mon histoire et aujourd'hui, on voit que le hip-hop s'inscrit pleinement dans le paysage chorégraphique français. Voilà, donc je voulais dire ça et j'ai oublié déjà votre question. Non, mais c'est donc un mouvement qui a été aussi accompagné par les pouvoirs publics, en l'occurrence en France à un moment donné, et peut-être avec un peu de retard, à un moment donné, ils se sont aperçus que c'était porteur et qu'il fallait l'accompagner. C'est-à-dire qu'il fallait casser une image de le hip-hop égale la banlieue, égale les jeunes de l'immigration. C'est vrai qu'à un moment, il fallait casser cette image-là pour qu'on puisse entrevoir que c'était une danse à part entière, certes qui est jeune, qui a son histoire, qu'il faut qu'elle continue son histoire. Et donc de ce côté-là, effectivement en France, on est le seul pays où le hip-hop a évolué de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a Kader Atou qui a été nommé au Centre chorégraphique national de La Rochelle. Moi, je suis à Créteil. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important par rapport à l'histoire de cette danse. Mais on en est là aujourd'hui parce qu'il y a eu une prise de risque aussi. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire ça si, en face de nous, on ne nous accompagnait pas ou on nous ouvrait pas les portes. Alors, je pense aussi à des partenaires. Martine Tritt, qui est dans la salle, qui nous accompagne aujourd'hui avec la Fondation BNP Paribas depuis 10 ans. Mais c'était aussi un risque parce qu'il y a 10 ans, de vouloir accompagner mon travail et de m'accompagner comme c'est fait là, ça m'a permis d'évoluer en tant qu'artiste, mais ça m'a permis d'évoluer aussi en tant qu'individu dans notre société. Et qu'est-ce que vous auriez à demander à vos voisins là, ils ont des moyens, vous avez vu 40 milliards d'euros, vous accompagner. Non, mais parce que vous produisez de la valeur économique, votre compagnie fait travailler, ça représente un petit secteur économique pas négligeable. Le spectacle vivant en France, oui, on sait ce que ça représente en termes d'emploi, c'est une réalité économique forte. Ce que je leur demanderais, c'est de prendre des risques. Je ne sais pas, je voudrais demander à mes voisins, est-ce qu'ils ont déjà été voir un spectacle? On n'a pas beaucoup parlé de danse depuis hier, donc j'en profite. On va commencer avec Kitsu Dubois et on finit par vous. Mais c'est vrai que
oui, je leur demanderais de prendre un risque. Est-ce que vous avez été voir un spectacle de danse? Lequel? Est-ce que si je vous dis hip-hop, alors je m'adresse à les personnes Un qui sont autour de américain, moi, le hip-hop. et What en does même it mean temps for you, dans hip-hop? la salle. Mais c'est vrai qu'il y a comme ça, parfois on aime bien mettre des cases. C'est-à-dire on aime bien dire, ben là ça c'est du classique, ça c'est du hip-hop, c'est de la danse contemporaine. Et je me rends compte, plus on fait exploser comme ça ces barrières, plus ça crée le dialogue, ça crée des passerelles. Et puis c'est comme ça, je trouve qu'on arrive à avancer. Aujourd'hui, je suis dans un endroit comme ça magnifique. Ce matin, quand je découvrais le travail de Renaud et puis de la pianiste, je me disais ce serait génial. Et là, c'est un risque qu'il faudrait prendre, ou je ne sais pas si on peut dire un risque, mais tous mes voisins de palier dans cet endroit-là, découvrir la musique classique de cette manière-là, on fait un pas de géant parce qu'on l'écoute d'une autre manière. Le lieu est magique, etc. Et c'est aussi une façon de comprendre un peu mieux d'autres arts et d'évoluer et puis d'avoir un... Enfin voilà, je sais pas. Well, what I would say to you, I think it's a perfect, not only a fair question, it's a great question, and what I would say honestly is the trends are in all the wrong directions at the moment. Because of the risk of the business, what the response to increased risk is to go away from, increased risk in terms of success, in terms of being able to, as a commercial venture, get your investment back. What it drives, unfortunately, and you can see this across most companies, is it drives them to bigger projects where they believe that the risk, and fewer projects. And so it's one of the reasons why I actually spend as much time as I do in terms of can we actually get the good out of the internet where you actually can take risks and be somewhat rewarded or be more confident that you'll be rewarded in order to enable you to take risks. I spend a lot of my time talking to independent filmmakers in the United States. Mm-hmm. Their projects have gone down rapidly. And one of the filmmakers that I've been on numerous panels with, she's a professor of film at a film school in the United States. She made her first film enormously successful on pirate sites. She invested $250,000 of her own money to make the film, did not get the money back, and said she'll never make a film again. That's the problem. Une petite question dans la salle avant de demander à Jérôme un mot de conclusion. Jérôme Clément, sur le risque. Nous avons un risque actuellement qui est d'être en retard. Nous l'avons presque pris, on a rattrapé. Bon, on est d'accord que les contenus, c'est aussi des œuvres et que les créateurs, il n'y a pas de contenu sans créateur. Hein. C'est très important là-dessus. Hein. Donc vous êtes d'accord, Carlo? C'est pas délocalisable. D'accord. Bon, et vous irez voir les spectacles de Mourad? Très volontiers. Bon, c'est... YouTube est un outil qui a fait ses preuves. C'est vrai. En live, voilà. YouTube a fait ses preuves. Non, pensez même à Gunman Style récemment, a fait ses preuves pour diffuser. Siam Belkodja, que vous avez entendu l'année dernière et qui s'occupe beaucoup de danse en Tunisie, est d'accord. On a parlé de cinéma indépendant. Nous avons parmi nous l'artisan d'une maison incroyable qui s'appelle Arte. Donc je voudrais demander à Jérôme Clément, qui est aujourd'hui président du Théâtre du Châtelet, qui a d'autres activités évidemment, mais peut-être de nous dire comment il a entendu ce qui a été dit par les différents points de vue. Nous étions là dans un mélange assez séduisant et composite de scientifiques, d'artistes, d'industriels, et puis au milieu d'entre nous tous. Donc Jérôme, votre regard à travers votre expérience, comment vous voyez cette fabrique de la culture aujourd'hui, telle qu'elle est en France et ailleurs? Oui, évidemment, c'est difficile en quelques mots, mais d'abord, il est évident que le risque est inhérent à la culture et à la création surtout. L'acte créatif, par définition, est une prise de risque. Quand on choisit de faire un film, Alain Sussel ou Nicolas le savent bien, il y a toujours un risque. Quand un galeriste choisit d'exposer un peintre ou de donner la parole à un chorégraphe, il y a un risque évidemment. Mais je crois que je voudrais faire plutôt 4 remarques qui sont plus globales. Quand on entend évidemment les responsables de grandes entreprises commerciales, il est évident que le risque est majeur de donner la parole aux créateurs ou à des œuvres culturelles, parce qu'on ne sait pas combien ça rapporte et s'il va y avoir des déficits ou des problèmes de financement qui rendent finalement l'entreprise peu viable. Donc, on en revient à quelque chose qui est tout à fait fondamental et qui a été abordé tout à l'heure, notamment par Alain, c'est qu'il faut avoir une politique de l'offre.
Et la politique de l'offre, elle ne peut que se faire qu'en liaison aussi avec les interventions publiques. Moi, je ne crois pas du tout qu'on peut se fier au seul marché, aux seules entreprises privées, même si elles prennent des risques aussi, pour intervenir dans le secteur du risque de la culture. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Patrick Zelnick disait tout à l'heure. Le terme d'exception culturelle, il est né au moment des négociations sur le GATT, qui étaient des négociations commerciales pour faire rentrer la culture comme une marchandise comme les autres. Or, justement, ce n'est pas une marchandise comme les autres, et de ce point de vue, elle a besoin d'intervention publique, d'intervention de soutien. On parlait tout à l'heure d'Arte. Arte est né d'une intervention politique, publique, Chancelier Lecaux et Mitterrand, à un moment où, évidemment, toutes les enquêtes d'opinion montraient que ça n'avait aucune chance de réussir, ni aucune chance de subsister quelques mois. Bon, l'expérience a montré qu'il en a été autrement. Donc, ces interventions publiques mêlées et ces régulations publiques, régulation et intervention, sont absolument essentielles. Premier point. Deuxième point, c'est évident que la culture est un atout et non pas un risque. Pour un pays comme la France en particulier, Carlo l'a dit tout à l'heure, c'est un atout majeur. On le voit par l'attrait touristique qu'il a comme phénomène induit, mais aussi on le voit dans l'image même qu'un pays comme la France a dans la mondialisation aujourd'hui. Donc, je m'étonne vraiment parfois qu'au niveau politique, cet atout-là ne soit pas davantage mis en valeur et qu'on ne prenne pas la culture comme une des chances majeures de notre pays, non pas du tout comme un risque, au contraire, mais comme un atout qu'il faut exploiter. Et de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de travail pédagogique. Aurélie Filippetti en parlait hier. Enfin, à mon avis, il faut être encore plus ferme et plus volontariste sur ce point-là, parce que c'est une chance absolument incroyable. Vous trouvez que l'actuel gouvernement est un peu... Je trouve qu'on peut en faire plus. Je crois qu'on peut en faire plus, oui, Ouais. bien sûr, je pense, tout à fait. Sur la troisième remarque, sur la question technologique qui a été abordée à plusieurs reprises sous un angle ou sous un autre. La technologie, moi je suis tout à fait d'accord avec quelqu'un qui l'a dit, c'est pas l'essentiel, c'est pas ça qui fait l'acte créatif. L'acte créatif, il ne pourra être fait que par un peintre avec son... Bon, éventuellement un artiste avec sa palette graphique, mais un écrivain avec son stylo, etc., un cinéaste avec sa caméra. Le reste, ce sont des moyens qui varient, qu'on utilise, qui permettent une diffusion, qui permettent de réduire les coûts, qui permettent de toucher plus de public. Mais j'étais frappé en voyant hier le document qu'on nous a présenté sur Voltaire et la BNF. Formidable de voir ça. Mais en même temps, moi je me dis à quoi ça sert. Enfin, j'ai pas envie, quand je dis candide, de passer mon temps à être distrait par des échappées. Alors ça offre des possibilités qu'on peut exploiter si on en a envie. Enfin, personnellement, rien ne remplace le rapport que j'ai avec le livre, quoi. Le rapport que j'ai personnellement en lisant un livre, en lisant Voltaire, je ne le trouverai pas en passant mon temps à divaguer. C'est d'une certaine façon une diversion. Et je pense que la culture, ce n'est pas une diversion. Et le risque de la technologie aujourd'hui, c'est celui-là. C'est aussi que ça fasse apparaître, au sens étymologique du terme, comme une diversion, ce qui est en fait un acte créatif. Il faut faire très attention à ça, parce qu'on mélange les mots dans tous les sens, mais en fait, non. Il faut quand même ramener chacun à sa place, qu'on ait des techniques de diffusion les plus multiples, que ça permette parfois une sorte de création. Les vidéos, l'art vidéaste en est un exemple. Enfin, malgré tout, ça ne remplace pas, encore une fois, le risque qu'on prend en faisant un ballet, en faisant un film ou en écrivant. Et dernière remarque, et je terminerai par là, moi je suis frappé dans tous ces débats, là, ça c'est pas seulement pour aujourd'hui, que l'Europe soit aussi absente. Je trouve ça tout à fait étonnant que la culture, dans des pays aussi... imprégnés d'histoire et de culture que sont les pays européens, dans les débats internes qui peuvent nous agiter, en particulier à l'occasion de la crise économique, la question culturelle ne soit pas beaucoup plus centrale qu'elle ne l'est. Or, elle est tout à fait marginale, voire elle est évacuée. C'est un sujet dont on ne parle pas. Il n'y a pas de politique de l'offre en matière européenne qui soit culturelle. Il n'y a pas non plus de régulation autre que celle qu'on a dite sur la réglementation de la concurrence, telle qu'elle est faite notamment à Bruxelles. D'ailleurs, il faut remarquer qu'il n'y a personne de la Commission ou des institutions européennes dans cette salle et que personne ne s'est dérangé pour venir ici. Donc ça montre que là, il y a une vraie lacune et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire que la culture soit comprise non pas comme un risque mais comme une chance. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci beaucoup. C'est bien de rappeler de temps en temps les bonnes vieilles évidences. Voilà, c'était. Écoutez, on n'a pas rattrapé, mais presque. Hein, c'était un peu long, presque aussi long qu'une émission de France Culture, mais presque aussi bien aussi d'ailleurs. Merci à Eric Cotton, merci à Carlo Dassaro, merci à toi Mourad Merzouki, et puis merci beaucoup à Liza Donnelly
Je vous conseille les dernières images qu'elle nous propose. Voilà, elle a commenté ces 2h30 du Forum d'Avignon et Mishka, mais je crois que je ne sais pas s'il est intervenu, on ne m'avait pas dit. Voilà, très bien. Il est intervenu. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.